En 1967, l'usine Théodore Haviland employait 500 ouvriers à Limoges, dans des ateliers de 36 000 mètres carrés où des ouvrières posaient de l'or au pinceau sur la porcelaine la plus fine du monde. Des assiettes expédiées par milliers vers l'Amérique depuis 1842, quand un commerçant quaker de New York avait traversé l'Atlantique pour une matière qu'il ne savait pas fabriquer. Puis, les décisions ont commencé. 5 propriétaires en 16 ans. Une usine déplacée en zone industrielle. Les ateliers démolis, le premier pour un centre commercial, le second pour un commissariat. De tout l'empire Haviland, il ne reste qu'un four rond de 15 mètres et cerné de grillages, sauvé de la démolition en 2019 par une poignée de passionnés et un animateur de télévision. C'est l'histoire d'une maison qui a fait de Limoges un nom connu dans le monde entier, des femmes qui emportaient la beauté et de la façon dont un siècle et demi de savoir-faire a été réduit à un cylindre de briques au-dessus d'un parking. Pas par une catastrophe, par une succession de choix, chacun rationnel, chacun présenté comme nécessaire. Chapitre 1. L'homme qui traversa l'Atlantique pour une assiette. Cette histoire commence, comme toutes les histoires de ces histoires d'obsession, par un homme qui ne trouvait pas ce qu'il cherchait. David Haviland est né en 1814 dans une famille quaker de la côte est américaine. Un monde de marchands rigoureux, de paroles données, de comptes tenus au centime près. À New York, avec son frère Daniel, il tient un commerce de vaisselle anglaise. Les affaires marchantes. La porcelaine britannique s'écoule bien dans les foyers de la bourgeoisie new-yorkaise et les frères Haviland connaissent que leur clientèle. Des femmes qui dressent des tables, qui reçoivent, qui jugent un service de porcelaine avec le même sérieux qu'on juge un caractère. Le commerce est poété modeste mais solide. Il aurait pu le rester. Puis, à la fin des années 1830, la crise financière frappe. Les banques tombent, le crédit se tarit, les commandes se raréfient. Et David, plutôt que de s'accrocher à un modèle qui s'effondre, se met à regarder ailleurs. Il veut comprendre d'où vient la porcelaine dure, cette matière blanche, translucide, résistante, que l'Europe produit depuis des décennies et que l'Amérique ne sait pas fabriquer. La porcelaine anglaise est belle, mais la porcelaine française est autre chose. Il a vu passer des pièces de Limoges dans les caisses de ses concurrents. Il veut savoir comment elles sont faites, par qui et à quel prix. Ce qu'il faut comprendre, c'est que David Haviland n'est pas un artiste. Il ne rêve pas devant un vase. Il calcule. Il regarde une assiette et il voit un marché. Il regarde un décor peint à la main et il voit un coût de revient. Et dans cette tension, entre la beauté de l'objet et la rigueur du compte d'exploitation, se trouve déjà, en germe, tout ce que la maison Haviland deviendra. Une usine qui fabrique de l'art pour le vendre à des milliers de kilomètres, à des gens qui ne verront jamais les mains qui l'ont produit. Au printemps 1842, David Haviland débarque à Limoges. Il ne parle pas français. Il ne connaît personne. Il ne sait rien de la technique porcelainière, ni du kaolin, ni des fours, ni des températures de cuisson, ni des oxydes qui donnent au décor ses couleurs. Il a 38 ans, une femme, Mary, des enfants et une conviction. Quelque part dans cette ville du Limousin, il y a un produit que l'Amérique attend et personne ne le lui a encore donné sous la bonne forme. Ce que David découvre à Limoges, c'est un monde organisé autour d'une matière. Le kaolin, cette argile blanche extraite à Saint-Thierry-Aix-la-Perche, à 40 km au sud, qui donne à la porcelaine de Limoges sa dureté et sa translucidité. Depuis à la fin du XVIIIe siècle, des manufactures se sont installées dans la ville et autour, profitant de l'eau de la Vienne pour actionner les moulins, du bois des forêts limousines pour alimenter les fours et d'une main-d'œuvre locale formée, de génération en génération, au travail de la terre, du feu et de la couleur. Mais ces manufactures travaillent pour le marché français, parfois pour les cours européennes. L'Amérique, pour elle, est un mot sur une carte. David ne vient pas fonder une usine. Pas encore. Il vient acheter. Il repère des fabricants, examine leurs pièces, sélectionne celles dont la forme et le décor lui semblent adaptables au goût américain et les expédie à New York dans des caisses de paille. Sa méthode est celle du marchand. Observer, comparer, négocier, livrer. Mais très vite, il bute sur un problème que tout exportateur finit par rencontrer. Il ne contrôle pas le produit.
Les formes ne sont pas tout à fait celles que la clientèle américaine réclame. Les décors sont français, conçus pour des tables françaises, avec des motifs qui ne parlent pas aux salles à manger de Boston ou de Philadelphie. David comprend que pour tenir son marché, il doit remonter la chaîne, acheter ses propres moules, commander des formes sur mesure, puis, étape décisive, acheter du blanc pour le décorer lui-même. C'est un basculement silencieux. L'homme qui était venu en acheteur devient décorateur. Celui qui voulait choisir se met à fabriquer. Et Limoges, qui l'avait accueilli comme un client étranger un peu singulier, commence à le voir autrement, comme un concurrent ou comme un allié selon l'atelier. Chapitre 2. L'or blanc et la faille américaine. David installe ses premiers ateliers de décoration dans les années 1840. Le principe est simple. Il achète des pièces en blanc. Des assiettes, des tasses, des soupières sorties des fours Limougeot, sans aucun ornement. Et il les fait peindre selon les goûts qu'il a appris à reconnaître de l'autre côté de l'Atlantique. Des motifs floraux, des bordures dorées, des compositions qui rappellent la nature sans l'imiter trop fidèlement. Quelque chose d'élégant mais pas intimidant, de raffiné mais pas austère. David a compris que la femme américaine qui achète un service de porcelaine ne cherche pas à reproduire la table d'un château français. Elle cherche à affirmer un statut, à habiller un rituel domestique, le dîner en famille, la réception, le thé de l'après-midi, avec un objet qui dit « Nous avons du goût et nous avons les moyens de ce goût ». Pendant 15 ans, le modèle fonctionne. Les caisses de porcelaine décorées partent de Limoges vers le Havre, puis traversent l'Atlantique. Le réseau commercial s'étend. À New York, la maison Haviland Brothers s'est imposée comme le principal fournisseur de porcelaine française pour le marché américain. David fait la navette entre les deux mondes, la boue limousine et les salons new-yorkais, avec l'énergie d'un homme qui sait qu'il a trouvé sa veine. Puis, en 1861, le sol s'ouvre sous ses pieds. La guerre de sécession éclate. Et pour une maison dont la production est presque entièrement destinée au marché américain, la guerre civile est une catastrophe. Les ports du Sud se ferment. Le commerce transatlantique se contracte. Les commandes s'arrêtent, se carencent. Du jour au lendemain, les assiettes décorées dans les ateliers de Limoges n'ont plus de destination. La production doit être arrêtée. La société Haviland Brothers, celle de New York, fait faillite. Ce traumatisme est le premier acte d'une tragédie qui se répétera. Haviland est une maison dont le destin dépend d'un marché qu'elle ne contrôle pas, situé à 5000 km de ses fours. Quand l'Amérique prospère, Limoges tourne. Quand l'Amérique saigne, Limoges s'arrête. Cette dépendance est une force. Elle donne à Haviland un débouché que les autres porcelainiers limougeaux n'ont pas, et une fragilité que la suite de l'histoire ne cessera de confirmer. David aurait pu capituler. Il a perdu son réseau, sa structure commerciale, une partie de sa fortune. Il a 67 ans, ses forces déclinent. Mais il a 2 fils, Charles, l'aîné, et Théodore, le cadet. Et il a un instinct de marchand quaker. Quand le sol se dérobe, on ne pleure pas le sol, on en cherche un autre. Le 1er mars 1864, une lettre circulaire annonce la dissolution de la structure new-yorkaise et la constitution d'une nouvelle société à Limoges. Ce document existe. Il est conservé dans le fonds 23 Jo des archives départementales de la Haute-Vienne, un feuillet qui porte la trace d'une décision radicale. Haviland cesse d'être une maison américaine qui achète en France. Haviland devient une maison française qui vend en Amérique. La bascule est transatlantique. Le centre de gravité passe de Manhattan à la Vienne. David meurt en 1879. Il laisse derrière lui une entreprise refondée, un nom connu des deux côtés de l'océan, et 2 fils qui n'ont ni le même caractère, ni la même vision, ni, cela deviendra clair, la même idée de ce que la maison doit devenir. Charles, l'aîné, est l'homme de l'usine. Il pense en termes de production, de technique, d'organisation spatiale. Il regarde un four et il voit un processus à optimiser. Théodore, le cadet, est l'homme de l'export. Après la guerre de sécession, c'est lui que David envoie aux États-Unis pour reconstruire le réseau commercial. Et Théodore fait plus que reconstruire. Il développe une clientèle si vaste, si avide de porcelaine de Limoges, que l'usine de son frère n'arrive plus à livrer.
Les bons de commande s'empilent, les ateliers se tournent au maximum. Et cette tension entre la capacité de production et l'appétit du marché, entre l'homme de l'outil et l'homme de la vente, installe, au cœur de la maison Haviland, une fracture qui ne se refermera pas. Pour l'instant, la fracture est invisible. Charles dirige l'entreprise depuis Limoges. Théodore alimente le flux commercial depuis l'Amérique. Les deux frères se complètent. L'usine du Maloubier, que Charles fait construire, est un ensemble rationnel de bâtiments qui totalisera 36 000 mètres carrés, organisé selon le processus industriel. À l'ouest, les préparations et le façonnage. Au centre, la cuisson et la gazeterie. À l'est, le finissage, la décoration, l'expédition. Une assiette entre par l'ouest sous forme de kaoline broyée et sort par l'est, peinte, dorée, emballée, prête à traverser l'océan. La caméra, si on peut employer ce mot pour décrire un regard, peut littéralement suivre une assiette comme un personnage, du minéral jusqu'à la caisse d'expédition. Et sur le site Garibaldi, le plus ancien des ateliers Haviland, les effectifs racontent déjà une aura, une histoire que le reste du monde ne voit pas. En 1869, l'atelier compte 420 ouvriers, dont 172 décorateurs. Ce ratio est vertigineux. Plus du tiers de la main-d'œuvre est employée non pas à cuire, à mouler, à tourner la terre, mais à peindre, à poser la couleur, à tracer le filet d'or. La valeur visible de la porcelaine Haviland, ce que la cliente américaine touche, retourne, admire, sort des mains de ses décorateurs. Et parmi eux, de plus en plus nombreuses, des femmes. Des ouvrières dont les doigts tiennent le pinceau fin, posant le pigment sur la glaçure, répètent le geste des milliers de fois par semaine, avec une précision que la machine ne sait pas encore reproduire. Ce sont elles qui portent la réputation de la maison. Et ce sont elles, 30 ans plus tard, qui porteront la révolte. Chapitre 3. Le pinceau et la machine. Charles Haviland était un homme qui pense en deux langues, celle de l'art et celle du prix de revient. Au début des années 1870, il regarde son atelier de décoration et il voit un problème. La porcelaine est un produit de luxe, soumis aux modes. Ce qui plaît cette année ne plaira pas forcément dans 5 ans. Les clientes américaines veulent de la nouveauté, des motifs frais, des combinaisons de couleurs qui surprennent. Et elles veulent tout cela à un prix qui leur permette de dresser une table entière, pas seulement de poser un vase sur une étagère. Or, la peinture à la main coûte cher. Chaque pièce exige du temps, de l'habileté, de la concentration. Le décorateur, homme ou femme, est un artisan qui ne peut pas être pressé au-delà d'un certain rythme sans que la qualité s'effondre. Et Charles sait que si le coût du décor reste à ce niveau, la porcelaine de Limoges restera un produit réservé aux tables les plus riches, un marché trop étroit pour nourrir une usine de cette taille. En 1872, il prend une décision qui changera l'histoire du décor porcelainier. Il recrute Félix Braquemonde. Braquemonde n'est pas un porcelainier. C'est un graveur, un artiste, un homme du monde parisien qui fréquente les impressionnistes et qui s'intéresse au japonisme. Cette fascination pour l'art japonais qui traverse l'Europe depuis l'ouverture forcée du Japon au commerce occidental. Charles lui confie une mission dont la formulation est, en elle-même, un programme. Diriger un atelier de création et d'impression de décors à Auteuil, dans Paris, avec un double objectif. Premièrement, inventer une technique qui permette d'abaisser le prix de revient du décor. Deuxièmement, créer des motifs d'une qualité artistique suffisante pour que personne ne remarque que le prix a baissé. Braquemonde s'installe à Auteuil et met au point un procédé de chromolithographie appliqué à la porcelaine. Le principe est d'une simplicité trompeuse. Au lieu de peindre chaque assiette à la main, on imprime le dessin et les couleurs sur un support de transfert, puis on reporte l'image sur la pièce avant la cuisson. Le geste du pinceau est remplacé par celui de la presse. La couleur n'est plus posée, elle est transférée. Et soudain, un décor qui exigeait 20 minutes de travail qualifié peut être appliqué en une fraction de ce temps. Braquemonde introduit dans ce procédé des motifs d'inspiration japonaise, des oiseaux, des branches fleuries, des compositions asymétriques qui rompent avec la symétrie classique du décor porcelainier européen. Le résultat est saisissant.
des assiettes qui ont l'air d'avoir été peintes par un artiste, qui portent peut-être la signature d'un courant esthétique à la mode et qui coûtent une fraction du prix d'une pièce entièrement décorée à la main. La révélation ici est brutale. Haviland est souvent raconté comme une histoire de fête main, comme un sanctuaire de l'artisanat. Mais son âge d'or intègre déjà, dès les années 1870, une tension que le XXe siècle ne fera qu'amplifier. La tension entre la main et la machine, entre le coût du geste humain et la pression du marché. Charles n'a pas trahi l'artisanat. Il a compris que, pour le sauver, il fallait le combiner avec l'industrie. Le pinceau resterait, pour les pièces les plus précieuses, pour les commandes spéciales, pour les services de prestige. Mais la chromolithographie permettrait de nourrir le volume, de tenir les prix, de rester compétitif face aux porcelainiers anglais et allemands qui, eux aussi, cherchaient à conquérir les tables américaines. Le musée national Adrien Dubouché, à Limoges même, conserve les traces de cet impact. Les motifs de braquemonde ont traversé l'Atlantique par milliers, et les bureaux américains d'Haviland, en ouvrant le marché aux produits de Limoges, n'ont pas seulement servi la maison. Ils ont ouvert la porte à l'ensemble des porcelainiers de la ville. Limoges, grâce à Haviland, est devenu un nom que l'Amérique associait à la porcelaine comme Champagne est associé au vin. Un nom de terroir, un nom de qualité, un nom qui valait de l'or. Mais l'or, à Limoges, n'était pas seulement une métaphore. L'or, c'était le filet posé au bord de chaque assiette par les décorateurs de l'atelier. Un geste si délicat, si précis, qu'il fallait des mois d'apprentissage avant qu'une ouvrière soit autorisée à le pratiquer sur une pièce de série. Et ce geste-là, la chromolithographie ne pouvait pas le reproduire. Pas encore. Le filet d'or restait l'apanage de la main, la dernière frontière du fait main, dans un processus qui, partout ailleurs, s'industrialisait. Chapitre 4. La fracture des frères. Pendant 2 décennies, Charles et Théodore ont tenu ensemble. L'un à Limoges, l'autre en Amérique. L'un dans la poussière du kaolin, l'autre dans les salons de vente. Mais une association fraternelle dans une maison qui grandit est un exercice que peu de familles industrielles réussissent sur la durée. Les Schneider l'ont vécu, les Peugeot l'ont vécu, les Wendel l'ont vécu. Chez Haviland, la rupture arrive en décembre 1891. La société Haviland et compagnie est dissoute. Les archives du fonds 23J, conservées aux archives départementales de la Haute-Vienne, portant la cicatrice juridique de cette dissension. Des lettres, des requêtes, des rapports d'experts présentés au tribunal de commerce, de la correspondance familiale dont le ton, même à travers la froideur du papier administratif, laisse entendre que la fracture n'est pas seulement commerciale. Elle est intime. 2 frères qui ont grandi dans la même maison, qui ont porté le même nom, qui ont enterré le même père, et qui ne peuvent plus travailler dans le même bureau. Charles conserve le site du Maloubier et relance sous son nom. Théodore, lui, construit. Et ce qu'il construit est considérable. En 1893, Théodore inaugure sa propre usine, sur un terrain qui jouxte le Mas-Loubier, dans le quartier de Montjoly. Le geste est à la fois pratique et symbolique. Il ne quitte pas Limoges, il ne quitte pas le quartier, mais il bâtit ses propres murs. L'usine était dotée, dès l'ouverture, de plusieurs fours et de machines modernes. Des presses pour le façonnage, des machines lithographiques pour le décor imprimé, un équipement qui dit clairement « Je ne suis pas un atelier artisanal, je suis une industrie ». Et cette industrie va grandir. De nouveaux fours sont ajoutés. En 1907, le four numéro 16 est construit. Un four rond, massif, 6 mètres de diamètre, 15 mètres de hauteur, alimenté par 10 alandiers, capable de cuire des centaines de pièces en une seule fournée. En 1920, il sera transformé et modernisé. Ce four numéro 16 traversera 2 guerres mondiales. Il survivra à la famille qui l'a construit, aux ouvriers qui l'ont alimenté, à l'usine qui l'entourait. Il sera, un siècle plus tard, le dernier vestige debout de tout l'empire Théodore Haviland. Un cylindre de briques dressé au-dessus d'un commissariat de police, comme un fantôme qui refuse de s'asseoir. Mais en 1893, le four numéro 16 n'est pas encore un vestige. C'est une promesse. Théodore embauche.
L'usine recrute des tourneurs, des mouleurs, des cuiseurs et surtout, des décorateurs. Car la leçon de Braquemonde n'a pas effacé le besoin de la main. Les presses lithographiques reproduisent les motifs de base, les fonds, les rinceaux, les bordures de couleurs. Mais le filet d'or, les retouches, les pièces spéciales, les commandes de prestige, tout cela continue d'exiger des yeux, des doigts, une patience que la machine n'a pas. Et dans ces ateliers de corps de décoration, ce sont des femmes, de plus en plus nombreuses, qui tiennent le pinceau. Sur le site Garibaldi, l'évolution des effectifs dessine une courbe sans ambiguïté. En 1869, 172 décorateurs sur 420 ouvriers. En 1914, 276 décorateurs sur 418 ouvriers. Le ratio s'est inversé. Les décorateurs ne sont plus le tiers, ils sont les 2 tiers de la main-d'œuvre. L'usine ne fabrique plus de la porcelaine qui est ensuite décorée. L'usine fabrique du décor, et la porcelaine est le support. Ce renversement est capital. Il signifie que la valeur de la production Haviland ne réside pas dans la terre, ni dans le feu, ni dans le moule. Elle réside dans la couleur, dans le trait, dans l'or posé au pinceau. Et cette valeur sort des mains des ouvrières les moins bien payées, les moins protégées, les plus vulnérables de toute la chaîne. Des femmes qui travaillent sous l'autorité de contremaîtres masculins, dans des ateliers où la hiérarchie est absolue, où la réputation personnelle est un outil de contrôle, et où le silence est la condition de l'emploi. Pendant ce temps, le paternalisme Haviland tisse un filet social autour de ses ouvriers qui n'a rien de décoratif. Dès 1870, une caisse de secours est créée, puis une caisse de solidarité, puis un organisme d'accession à la propriété, une sorte de HLM avant la lettre, qui permet aux ouvriers d'acheter un logement à des conditions favorables. Puis une association de colonies de vacances baptisée la Clé des Champs, qui envoie que les enfants des ouvriers en plein air pendant l'été. Ce sont des initiatives de tradition protestante, la même tradition quaker qui avait façonné David, le fondateur, et elle fabrique patiemment une loyauté locale. L'ouvrier Haviland ne travaille pas seulement pour un salaire. Il travaille dans un système qui promet la stabilité, la sécurité, la dignité familiale. L'usine n'est pas seulement l'endroit où l'on gagne sa vie, c'est l'endroit qui organise la vie. Cette promesse a un prix. Elle crée une attente. Et quand le système se défait, quand les propriétaires changent, quand l'usine se contracte, quand les murs sont démolis, la blessure n'est pas seulement économique. Elle est morale. On n'a pas seulement perdu un emploi, on a perdu un pacte. Mais à l'aube du XXe siècle, personne ne pense à la perte. 2 usines Haviland tournent à plein régime dans les quartiers sud de Limoges. 2 frères, désormais séparés mais concurrents, poussent chacun leur production au maximum. Le marché américain absorbe tout. La porcelaine de Limoges est devenue, grâce au réseau que David avait construit et que Théodore avait multiplié, un objet de consommation courante dans les foyers aisés de la côte Est, puis du Midwest, puis de la Californie. Des services de 80 pièces traversent l'océan dans des caisses de bois, arrivent intacts dans des entrepôts de New York et se retrouvent sur des tables où l'on mange du poulet rôti et de la tarte aux pommes, en face de motifs inspirés du japonisme parisien. C'est un monde absurde et magnifique. Un monde où le kaolin de Saint-Thierry-Aix, extrait par des paysans limousins, est transformé par des ouvrières de pain de Limoges en objet de prestige pour des familles américaines qui ne savent rien du Limousin, rien de la Vienne, rien des mains qui ont posé l'or sur le bord de leur assiette. Et ce monde va durer. Il va traverser la Grande Guerre, la crise de 1929, la Seconde Guerre mondiale, la reconstruction. Il va atteindre un sommet dont personne, à ce moment-là, ne soupçonne qu'il est un sommet. Parce qu'un sommet ne se reconnaît que depuis la pente. Chapitre 5. Les femmes du décor. Imaginez que vous arrivez devant les grillés de l'usine Théodore Haviland un matin de mars 1905. 6 heures. La Vienne coule en contrebas, le brouillard du Limousin s'accroche encore au toit des ateliers. Les premières ouvrières remontent la rue à pied, en groupe de 2 ou 3. Le pas rapide, le tablier roulé sous le bras. Elles ne parlent pas beaucoup, pas à cette heure-là. Elles savent où elles vont, elles connaissent le chemin depuis des années, certaines depuis l'adolescence. À la grille, le gardien les compte. À la pointeuse, elle marque
leur arrivée. Puis elles entrent dans l'atelier de décoration, s'assoient devant leur poste, et le travail commence. Le poste, c'est une table, un chevalet incliné, des godets de couleurs alignées comme des notes sur une portée, des pinceaux rangés par épaisseur. Du plus fin, celui qui trace le filet d'or, au plus large, celui qui pose les aplats de fond. Devant chaque ouvrière, une pile de pièces en blanc, des assiettes, des tasses, des soucoupes sorties des fours sans aucun ornement, lisses, nues, en attente du geste qui leur donnera leur valeur marchande. Car c'est ici, dans cet atelier, que la porcelaine cesse d'être un objet utilitaire et devient un objet de désir. La forme vient du mouleur, la dureté vient du feu, mais la beauté, cette beauté qui fait qu'une femme de Cincinnati ou de Baltimore choisit cette assiette plutôt qu'une autre, la beauté vient des mains de ses ouvrières. Le geste de la décoratrice est un geste appris. Il ne s'improvise pas. Il faut des mois avant qu'une apprentie soit autorisée à toucher une pièce de série. On commence par les rebuts, les ratés de cuisson, les assiettes fêlées qui ne seront jamais vendues. On s'entraîne sur le déchet. On apprend la pression du pinceau, trop fort, et la ligne s'épaissit, trop faible, et elle se brise. On apprend la vitesse de rotation du poignet pour tracer un cercle parfait sur le bord d'une assiette sans lever la main, sans reprendre son souffle. On apprend la patience de l'or, cet or liquide qu'on dilue dans une essence grasse, qu'on prélève au bout du pinceau le plus fin, et qu'on pose en un filet continu, régulier, brillant, qui ne doit ni trembler, ni s'interrompre, ni déborder d'un dixième de millimètre. Quand le geste est acquis, il devient invisible. Les ouvrières les plus expérimentées peignent en parlant. Elles parlent de leurs enfants, de leur loyer, du prix de la viande, de la voisine qui est pète et malade. Et pendant qu'elles parlent, leurs doigts ne tremblent pas. Le pinceau suit un chemin que le corps connaît par cœur. C'est un savoir-faire qui ne s'écrit pas, qui ne se brevette pas, qui ne se transmet que de main en main, de poste en poste, d'ancienne en nouvelle. Et ce savoir-faire est la chose la plus précieuse de l'usine. Plus précieuse que les fours, plus précieuse que le kaolin, plus précieuse que le nom Haviland lui-même. Parce que sans ses mains, le nom ne vaut rien. Sans ses mains, l'assiette reste blanche, mais ses mains travaillent sous une ordre d'autorité. L'atelier de décoration est dirigé par des contremaîtres, des hommes, presque toujours, qui surveillent la cadence, contrôlent la qualité, distribuant les tâches, décident qui monte, qui reste, qui part. Le rapport est vertical. La contremaîtresse est tout rare. Le contremaître règne. Il connaît chaque ouvrière par son nom, par sa vitesse, par ses faiblesses. Et dans un monde où l'emploi est la seule protection, où la perte du travail signifie la perte du logement, de la caisse de secours, de la place aux colonies de vacances, le pouvoir du contremaître est un pouvoir total. C'est dans ce monde-là, en mars 1905, que tout bascule. Le 28 mars, 62 ouvriers peintres de l'atelier de décoration de l'usine Théodore Haviland se mettent en grève. Le déclenchement est rapide, brutal, inattendu. Les revendications initiales portent sur les conditions de travail, les cadences, les primes, le contrôle. Mais très vite, un nom concentre toute la colère. Penaud. Penaud est le directeur des ateliers de peinture, un contremaître en chef, un homme dont l'autorité s'étend sur l'ensemble du décor, sur les hommes et sur les femmes qui y travaillent. Et l'accusation qui monte contre lui est d'une gravité extrême. Il est accusé d'avoir usé de ce que les archives de l'époque appellent le droit du seigneur, d'avoir tenté d'abuser d'une ouvrière. L'accusation se propage dans l'atelier, puis dans l'usine, puis dans la ville. Les mots sont prudents, on dit, on raconte, il paraît, des femmes se plaignent, mais la charge est là et elle est explosive. Il faut, pour être honnête avec cette histoire, dire ce que les documents disent et ce qu'ils ne disent pas. L'historienne Geneviève Désirée Vuillemin, qui a étudié ce conflit avec une rigueur exceptionnelle, note l'incertitude documentaire de l'accusation. On ne sait pas, avec certitude, ce qui s'est passé entre Penaud et l'ouvrière ou les ouvrières concernées. Ce qu'on sait, c'est que la rumeur a circulé, que le silence s'est rompu et que la honte, cette honte qui, dans les ateliers du début du siècle, pesait toujours sur la victime, jamais sur l'agresseur, a changé de camp, au moins pour un temps. Le conflit ne reste pas confiné à l'atelier.
les 62 peintres en grève sont rejoints par d'autres ouvriers. L'affaire Pénaud devient l'affaire Haviland. La ville s'embrase. La bourse du travail s'agite. Des noms apparaissent dans les archives. Émile Labussière, Jacques Tillet, des figures syndicales qui tentent de structurer le mouvement, de lui donner une forme politique. Théodore Haviland, lui, refuse de céder. Le conflit se durcit. Le lockout menace. La répression s'organise. Ce que la grève de 1905 révèle, au-delà du cas Penaud, c'est la vérité sociale de l'atelier de décoration. La peinture sur porcelaine n'est pas seulement un art. C'est un lieu de vulnérabilité. L'ouvrière qui peint est une ouvrière qui dépend de son contremaître pour son poste, de sa réputation pour sa dignité, de son silence pour sa survie dans l'usine. Et quand la parole se libère, même brièvement, même confusément, ce qui apparaît n'est pas un conflit salarial. C'est une collision entre le prestige du produit et la dureté des rapports sociaux. Entre l'assiette qui part vers l'Amérique, dorée, magnifique, qui est signée d'un nom qui inspire le respect, et la main qui l'a peinte, fatiguée, mal payée, soumise à un pouvoir que personne, à l'extérieur de ces murs, ne voit. La grève finira. Le travail reprendra. Penaud quittera ses fonctions. Contraint ou non, les sources ne tranchent pas. Les ouvrières retourneront à leur poste, reprendront leurs pinceaux, recommenceront à poser l'or sur le blanc. Et le silence se refermera sur l'atelier comme il se referme toujours, dans ces années-là, sur les mots que les femmes prononcent et que personne n'écrit. Chapitre 6. Le monde derrière les grilles. L'usine Haviland n'est pas seulement un lieu de travail. C'est un monde. Et ce monde, au début du XXe siècle, fonctionne comme une petite république. Avec ses lois, ses rythmes, ses rituels, et une promesse implicite qui tient le tout ensemble. Si tu restes, si tu travailles, si tu transmets ton savoir, l'usine prendra soin de toi. Le rythme est celui des fours. Un four à porcelaine ne s'éteint pas selon les caprices d'un horaire. Il a sa propre temporalité. La montée en température, le palier de cuisson, le refroidissement lent qui peut durer des jours. Les cuiseurs travaillent en fonction du four, pas en fonction de l'horloge. Et autour de ce rythme central, le reste de l'usine s'organise. Les mouleurs arrivent au heurato. Les décorateurs travaillent à la lumière du jour. La lumière naturelle est indispensable pour juger les couleurs, pour distinguer un bleu de cobalt d'un bleu de manganèse, pour voir si l'or est posé régulièrement ou s'il a tremblé. Les expéditeurs travaillant le soir, quand les pièces finies s'accumulent et que les caisses doivent partir vers la gare. Cette organisation n'est pas spontanée. Elle est le fruit de décennies de mise au point. Un processus industriel affiné, corrigé, transmis d'un chef d'atelier à son successeur. La porcelaine de Limoges est un produit dont la fabrication exige une vingtaine d'opérations distinctes, chacune exécutée par un spécialiste. Le broyeur prépare la pâte. Le tourneur donne la forme sur le tour. Le mouleur presse la terre dans un moule de plâtre. Le garnisseur ajoute les anses, les becs, les pieds. Le répareur lisse les coutures. Le cuiseur enfourne, surveille, défourne. Le trempeur plonge la pièce biscuitée dans le bain d'émail. Le décorateur peint. Le doreur pose l'or. Le brunisseur polit l'or cuit à la pierre d'agate. Chaque opération a ses gestes, ses outils, son vocabulaire, ses dangers. Et chaque opération dépend de la précédente. Une erreur du mouleur, et le décorateur travaille sur une pièce tordue. Une erreur du cuiseur, et le décor éclate au feu. Cette chaîne est fragile et puissante à la fois. Fragile parce qu'il suffit d'un maillon faible pour gâcher une fournée entière. Puissante parce qu'elle produit, à son terme, un objet d'une perfection que seule la porcelaine de Limoges, avec ce kaolin, avec ce savoir-faire, avec cette eau, peut atteindre. Le midi, l'usine s'arrête. Pas tout à fait, les fours continuent, bien sûr, mais les ateliers se vident. Les ouvriers gagnent la cantine. Et la cantine, chez Haviland comme dans toutes les grandes usines françaises de cette époque, n'est pas un détail. C'est un acte de civilisation. On mange assis, ensemble, avec une entrée, un plat, du fromage et parfois un dessert. On mange de la vraie nourriture, pas un sandwich avalé debout, pas une gamelle réchauffée dans un coin. Le repas de midi est le moment où l'ouvrier cesse d'être une main au service du processus et redevient un être humain qui mange,
qui parle, qui rit, qui se plaint, qui raconte ce que le contremaître a dit ce matin et ce que la voisine d'atelier a répondu. C'est un rituel républicain à l'intérieur d'un système patronal, et sa disparition, des décennies plus tard, sera l'un des signes les plus sûrs que quelque chose d'essentiel a été perdu. Autour de l'usine, le paternalisme Haviland a construit un réseau de protection qui dépasse largement le périmètre de l'atelier. La caisse de secours, créée dès 1870, couvre les accidents et les maladies. La caisse de solidarité assure un minimum en cas de coup dur. L'organisme d'accession à la propriété permet aux ouvriers les plus stables d'acheter leur logement. Un geste considérable dans une France où le prolétariat industriel est encore massivement locataire. Et la clé des champs, ce nom qui sonne comme une promesse, envoie chaque été les enfants des ouvriers en colonies de vacances, loin de la poussière du kaolin, loin du bruit des presses, dans un air que leurs parents n'ont pas le temps de respirer. Ces institutions ne sont pas de la charité, elles sont une stratégie. Le patron protestant qui crée une caisse de secours ne le fait pas seulement par bonté. Il le fait parce qu'un ouvrier protégé est un ouvrier fidèle, un ouvrier qui ne part pas chez le concurrent, un ouvrier qui transmet son savoir-faire à son fils ou à sa fille et qui garantit ainsi la continuité du geste. Le paternalisme est un contrat. Je prends soin de toi et tu restes. Je finance la colonie de vacances de tes enfants et tu ne vas pas écouter le délégué syndical qui te dit que tu mérites plus. Ce contrat a fonctionné pendant des décennies. Il a tenu parce que l'alternative, quitter l'usine, perdre le logement, perdre la caisse, perdre la colonie, était trop coûteuse. Mais il a aussi fonctionné parce que, pour beaucoup d'ouvriers et d'ouvrières, il n'était pas seulement subi. Il était accepté, parfois même valorisé. Travailler chez Haviland, à Limoges, dans les premières décennies du XXe siècle, ce n'est pas travailler n'importe où. C'est travailler dans une maison dont le nom est connu en Amérique, dont les assiettes sont posées sur les tables des présidents, dont le savoir-faire est reconnu par les musées. Il y a, dans cette appartenance, une fierté qui ne se réduit pas au salaire. Une fierté de métier, de produit, de lieu. Les familles s'enracinent. Le père travaille au façonnage, la fille entre à la décoration, le fils part au magasin d'expédition. On se croise dans la cour le matin, on se retrouve à la cantine le midi, on rentre ensemble le soir. Le quartier autour de l'usine est un quartier d'ouvriers Haviland. Des gens qui parlent le même langage technique, qui connaissent les mêmes contremaîtres, qui partagent les mêmes horaires, les mêmes soucis, les mêmes espoirs. L'usine n'est pas dans la ville. L'usine est la ville. Et la ville est l'usine. Chapitre 7. L'assiette qui conquit l'Amérique. Ce que Haviland a accompli à son apogée dépasse l'histoire d'une famille ou même d'une ville. C'est l'histoire d'un objet, une assiette, un plat, une tasse, qui est devenu le symbole d'un art de vivre français exporté à l'échelle du monde. Le marché américain, celui que David avait ouvert avec ses premières caisses dans les années 1840, est devenu un fleuve. Des services complets de 80, 100, 120 pièces, assiettes plates, assiettes creuses, assiettes à dessert, plats ovales, soupières, saucières, tasses à thé, tasses à café, sucriers, crémiers, traversent encore l'Atlantique par milliers chaque année. La porcelaine Haviland est vendue dans les grands magasins de New York, de Philadelphie, de Chicago, de San Francisco. Elle est offerte en cadeau de mariage. Elle est inscrite dans les registres de naissance. Service Haviland, modèle Ranson, 12 couverts, reçu de la tante Margaret. Elle entre dans la vie domestique américaine avec la discrétion d'un objet qu'on ne remarque plus parce qu'il est devenu évident. Et au-delà de l'Amérique, le rayonnement de Limoges s'étend. La porcelaine Haviland est présentée dans les grandes expositions universelles, ces vitrines du progrès industriel où les nations mesurent leur prestige à la qualité de leur production. Les musées collectionnent les pièces de braque-monde. Les critiques d'art saluent l'innovation du décor. Le nom de Limoges, porté par Haviland, est devenu, dans le vocabulaire international du luxe, l'équivalent porcelainier de ce que Bordeaux est au vin ou Lyon à la soie. Un mot qui suffit, un nom de ville qui est devenu un nom de qualité. Ce prestige n'est pas gratuit. Il repose sur une infrastructure humaine considérable.
Dans les premières décennies du XXe siècle, les deux usines Haviland, celle de Charles au Maloubier, celle de Théodore à Montjovis, emploient ensemble plusieurs centaines d'ouvriers. Le site Garibaldi, le plus ancien, reste actif avec ses ateliers de décoration. Les manufactures Haviland sont parmi les plus gros employeurs de Limoges, une ville qui vit de la porcelaine comme d'autres villes vivent de l'acier ou du charbon. Et cette position ne se maintient pas par inertie. Elle exige un effort permanent de renouvellement. Les motifs changent, les formes évoluent, les goûts américains se transforment, du japonisme des années 1880 aux motifs floraux, art nouveau, des bordures géométriques, art déco aux compositions épurées de l'entre-deux-guerres. À chaque inflexion du goût, l'usine doit répondre. De nouveaux décors sont créés, de nouvelles formes sont moulées, de nouvelles couleurs sont mises au point dans les laboratoires d'émaillage. Le catalogue Haviland est un document vivant, pas un monument figé, qui évolue avec chaque saison, chaque tendance, chaque murmure venu des salles à manger de la côte Est. La crise de 1929 frappe, bien sûr. La maison de Charles, celle du Maloubier, est touchée de plein fouet. La séparation entre la maison de commerce new-yorkaise et l'usine de Limoges aboutit à une liquidation. Les bâtiments sont vendus au poste en 1936. Les équipements sont démantelés. C'est un premier effondrement, partiel, limité à une branche de la famille, mais qui préfigure les ruptures à venir. La maison Haviland a déjà prouvé qu'elle pouvait mourir, au moins en partie, et que le nom, lui, pouvait survivre à la mort de l'outil. La branche Théodore, elle, tient. Elle traverse la crise. Elle traverse la guerre. Et dans les années de la reconstruction, elle se prépare à un dernier élan. Chapitre 8. La dernière crête. En 1958, Harold Haviland, le petit-fils de Théodore, l'héritier d'une lignée qui commence à New York et qui vit désormais entièrement à Limoges, prend une décision qui dit tout de l'état d'esprit de la maison à ce moment-là. Il réorganise totalement les ateliers. Il remplace les anciens fours par des fours-cellules de type GDF, des fours modernes, plus économes en énergie, plus réguliers en température, capables de produire une cuisson homogène que les anciens fours ronds, avec leurs variations de chaleur d'un étage à l'autre, ne pouvaient garantir. Harold investit. Harold modernise. Harold croit encore. Ce geste est important parce qu'il n'est pas décliniste. Il montre une maison qui se bat, qui regarde l'avenir, qui parie sur la technique pour compenser les fragilités du marché. Harold Haviland n'est pas un héritier fatigué qui attend la fin. C'est un industriel qui lit les rapports, qui visite les salons, qui sait que la concurrence allemande, anglaise, japonaise se renforce et qui répond par l'investissement. La modernisation de 1958 est un acte de foi industriel. Le dernier, peut-être, de la famille Haviland. Et pendant une décennie, cette foi est récompensée. Dans les années 1950, l'usine Théodore Haviland emploie 300 salariés, dont 60 décorateurs. C'est un effectif solide, concentré, spécialisé. L'atelier de décoration a perdu la masse qu'il avait au début du siècle. La chromolithographie a remplacé une partie de la peinture à la main, mais il conserve un noyau de spécialistes dont le savoir-faire reste irremplaçable. Les pièces de prestige, les commandes spéciales, les services pour les ambassades et les chefs d'État, tout cela continue de sortir des mains de ces 60 décorateurs. Puis le chiffre monte. En 1967, l'usine emploie 500 ouvriers. 500, c'est le pic, le sommet, le point le plus haut de la courbe humaine de l'usine Théodore Haviland au XXe siècle. 500 personnes qui passent sur la grille chaque matin, qui pointent, qui enfilent leur blouse, qui prennent leur poste. Au façonnage, à la cuisson, au décor, à l'expédition. 500 familles qui dépendent de cette usine pour leur salaire, leur logement, leur place dans la ville. 500 noms sur un registre qui, dans 20 ans, en comptera moins de la moitié. Mais en 1967, personne ne lit la courbe depuis l'avenir. En 1967, la France est en pleine expansion. Les 30 Glorieuses ne sont pas encore nommées. Ce nom viendra plus tard, quand on cherchera un mot pour désigner ce qu'on a perdu. Pour l'instant, c'est simplement la vie, le plein emploi, la hausse des salaires, la construction de logements,
les autoroutes qui s'allongent, la télévision qui entre dans les foyers, la consommation qui s'accélère. Et dans ce monde qui accélère, la porcelaine de Limoges a encore sa place. Sur les tables des mariages, dans les vitrines des grands magasins, dans les catalogues de cadeaux. Pourtant, quelque chose a déjà changé. Quelque chose que les ouvriers de l'usine ne voient pas encore parce que le changement est lent, diffus, presque imperceptible. La table française se simplifie. Les jeunes couples ne demandent plus un service de 120 pièces en porcelaine de Limoges. Ils achètent de la faïence, du grès, de la céramique scandinave aux lignes épurées. Le repas dominical en famille, celui qui exigeait la soupière, le plat à poisson, le ravier, le sucrier, perd lentement son rituel. On mange plus vite, on reçoit moins formellement. La porcelaine fine, avec ses fragilités, ses précautions, son cérémonial de lavage à la main, commence à paraître encombrante. Pas démodée, pas encore, mais lourde d'un monde que la France des années 60 commence à quitter. Et pendant que la table change, le monde industriel change aussi. Les porcelainiers japonais produisent des pièces d'une blancheur parfaite à des prix que Limoges ne peut pas concurrencer. Les fabricants allemands investissent dans l'automatisation. Les grandes surfaces commencent à vendre de la vaisselle bon marché qui ressemble, de loin, de très loin, à de la porcelaine. L'espace commercial dans lequel Haviland a prospéré pendant un siècle se rétrécit. Le luxe reste, mais le volume s'érode. Et une usine de 500 personnes ne vit pas de luxe seule. Elle vit de volume. Harold Haviland, dans ses bureaux du Masloubier, a modernisé les fours. Il a investi dans la technique. Il a fait ce qu'un industriel responsable pouvait faire. Mais il n'a pas pu moderniser le marché. Il n'a pas pu empêcher les femmes américaines, ses clients fidèles depuis 4 générations, de découvrir qu'on pouvait dresser une table élégante sans porcelaine de Limoges. Il n'a pas pu empêcher la France de changer sa façon de manger, de recevoir, de vivre à table. C'est 1967. 500 ouvriers derrière les grilles. Le four numéro 16 tourne encore. L'or est encore posé au pinceau. Et debout sur ce sommet, personne à l'intérieur de ces murs ne peut voir le monde qui est déjà en train de se refaire autour d'eux. Un monde où la porcelaine sera un souvenir avant d'être un produit, une nostalgie avant d'être un besoin. Chapitre 9. Le pétrole, la table et la fin d'un monde. Le 6 octobre 1973, l'Égypte et la Syrie attaquent Israël. 10 jours plus tard, les pays arabes producteurs de pétrole décrètent un embargo. Le prix du baril quadruple en quelques semaines. Et dans une usine de porcelaine à Limoges, à 7000 km du canal de Suez, cette décision prise dans des capitales du Moyen-Orient va changer le cours de toutes les vies qui passent encore la grille chaque matin. La porcelaine est un produit du feu. Chaque pièce doit être cuite 2 fois, 3 fois parfois, à des températures qui dépassent peut-être 1000 degrés. Les fours consomment de l'énergie, beaucoup d'énergie. Pendant un siècle, cette énergie avait été bon marché. D'abord le bois des forêts limousines, puis le charbon, puis le gaz. Le coût du feu était un poste budgétaire, pas une menace. Après octobre 1973, le feu devient un luxe. Le premier choc pétrolier ne frappe pas seulement les automobilistes et les compagnies aériennes. Il frappe toute industrie dont le processus repose sur la chaleur. La sidérurgie, la verrerie, la cimenterie, la céramique et la porcelaine. Mais le pétrole n'est que le détonateur. La bombe, elle, est déjà en place. Depuis le milieu des années 60, le marché de la porcelaine fine subit une érosion que les chiffres de vente masquent encore, mais que les hommes de terrain, les représentants commerciaux, les responsables d'export sentent déjà. La table française change. Le service de porcelaine à 120 pièces, celui que la grand-mère sortait pour le déjeuner du dimanche, celui que la mariée recevait en cadeau le jour de ses noces, ce service-là n'intéresse plus les jeunes couples. Ils veulent du pratique, du lavable en machine, du qui ne casse pas quand le petit le fait tomber. La faïence scandinave, avec ses formes simples et ses couleurs franches, conquiert les tables des appartements neufs. Le grès artisanal, avec son épaisseur rassurante, remplace la translucidité fragile de la porcelaine. Et dans les grands magasins américains, ces vitrines qui avaient fait la fortune de Haviland pendant 4 générations,
Les rayons porcelaine de Limoges rétrécissent, poussés par des productions japonaises d'une blancheur irréprochable, vendues à la moitié du prix. Le ministère de la Culture formulera plus tard une phrase qui résume tout. À partir des années 1970, la porcelaine de Limoges s'enfonce dans une crise durable, malgré les efforts de modernisation. Moderniser ne suffit plus. Le problème n'est pas technique. Les fours fonctionnent, les ouvriers savent en faire, le kaolin est toujours là. Le problème est culturel. La France ne mange plus de la même manière. L'Amérique ne reçoit plus de la même manière. Le cérémonial de la table, cet édifice de nappes, de couverts, de services assortis dont la porcelaine était la clé de voûte, se défait. Et quand le cérémonial se défait, l'objet qui le servait perd sa raison d'être. Un second choc pétrolier frappe en 1979. L'énergie coûte encore plus cher. La croissance ralentit encore. Le chômage s'installe dans les bassins industriels français, la Lorraine de l'acier, le nord du textile, le Limousin de la porcelaine. Ce n'est plus un mauvais moment à passer, c'est un changement de monde. Et c'est dans ce monde nouveau que la maison Haviland perd la seule chose qui l'avait tenue debout pendant 130 ans, sa famille. En 1972, un an avant le premier choc pétrolier, comme si le calendrier avait voulu que tout tombe en même temps, l'usine Théodore Haviland change de main. Le nom reste, mais la lignée s'interrompt. La direction passe à Paul Coiffe, un homme qui vient du monde de la chimie industrielle. Haviland est absorbé dans un ensemble appelé HPC Produits Chimiques. 5 ans plus tard, en 1977, l'entreprise est cédée à Serabati, un fabricant de carrelage. Puis, en 1984, aux nouveaux entrepreneurs. Puis, en 1987, à NMMP. Puis, en 1988, à Descoster et Boyer. Chaque session dure moins longtemps que la précédente. Chaque propriétaire arrive avec un projet, un plan, une intention, et repart avant que le plan ait eu le temps de produire quoi que ce soit. L'usine change de main comme un actif financier, pas comme un héritage. On passe d'une maison liée à un nom, un terroir, une communauté d'ouvriers qui reconnaissent que le patron parce qu'il porte le même nom que les assiettes qu'il fabrique, à une chaîne de détenteurs dont les visages changent trop vite pour qu'on les retienne. Paul Coiffe, Serabati, les nouveaux entrepreneurs, NMMP, Descoster et Boyer, 5 propriétaires en 16 ans. Pour les ouvrières de l'atelier de décoration, chaque changement est une secousse. Un nouveau directeur arrive. Il ne connaît pas les prénoms, il ne connaît pas les postes. Il regarde les comptes, pas les gestes. Et l'atelier, qui avait été le cœur battant de l'usine, devient une ligne de coups dans un tableur. Le thermomètre, ce sont les effectifs. En 1970, l'usine compte 400 ouvriers. En 1967, il y en avait 500. 100 personnes ont disparu en 3 ans. Pas dans un plan social spectaculaire, pas dans une grève médiatisée, mais dans le silence des départs non remplacés, des retraites sans succession, des postes supprimés un par un, si discrètement que personne, à l'extérieur des murs, ne remarque que l'usine se vide et la pente ne fait que commencer. Chapitre 10. Les murs qu'on vend. En 1985, l'usine Théodore Haviland emploie 282 ouvriers. 282, pas 500, pas 400, 282. Ce qui est en soi la mesure de tout ce qui a déjà été perdu avant que le pire n'arrive. En 18 ans, l'usine a perdu près de la moitié de ses effectifs. Pas d'un coup, pas dans un fracas, dans une hémorragie lente, silencieuse, presque polie. Chaque année, quelques blouses de moins dans la cour, un atelier qui se resserre. Une équipe de décoratrices qui passe de 15 à 12, de 12 à 9, de 9 à 6. Des gestes qui se perdent parce que la femme qui les faisait est partie en retraite et que personne n'a été formé pour prendre sa place. Dans le film que fait la réalité, la pente humaine se tourne en scène muette. Le vestiaire qui se vide, les crochets inutilisés qui s'alignent, la cantine qui sert moins de repas, le contremaître qui surveille un atelier dont la moitié des postes sont vides et qui sait, sans qu'on le lui dise, que les postes vides ne seront pas remplis. Ce sont des scènes que personne ne filme parce qu'elles n'ont pas la violence d'un lockout
ni la dignité d'une grève, ni le spectacle d'un haut fourneau qu'on éteint. Ce sont des scènes de disparition ordinaires. Le genre de disparition qui ne fait pas la une des journaux et qui détruit un quartier aussi sûrement qu'une bombe. Et pendant que l'usine se contracte, la ville décide de détruire. En 1988, le site de la première usine Haviland, le site Garibaldi, celui où David avait installé ses premiers ateliers de Kossai de décoration dans les années 1840, celui où les effectifs de décorateurs avaient grimpé de 172 en 1869 à 276 en 1914, ce site est rasé. Les ateliers sont démolis. Les murs qui avaient vu naître le décor Haviland, qui avaient accueilli les premières ouvrières, qui avaient porté l'odeur de la térébenthine et de l'or liquide pendant plus d'un siècle, sont abattus pour construire un centre commercial. Le centre commercial Sainte-Martiale. Il faut laisser cette information faire son propre travail. Un site industriel qui a produit de la beauté pendant 140 ans, rasé pour un centre commercial. On ne peut pas inventer une métaphore plus efficace du monde qui remplace l'ancien. Parce que ce n'est pas une métaphore, c'est un fait. Là où des femmes peignaient l'or au pinceau, on pose des étiquettes de prix sur des vêtements importés. Là où une chaîne humaine transformait le kaolin en objet d'art, des escalators montent et descendent entre des vitrines. Quelques éléments sont conservés. Le logement patronal, les anciennes écuries, un atelier de mécanique. Ils sont réaffectés, transformés, vidés de leur sens originel. Ce sont des fantômes architecturaux, des bâtiments qui portent encore la forme de l'usine mais qui n'en portent plus la fonction. Des coquilles, des décors sans pièces. La destruction de Garibaldi n'est pas un accident, c'est une décision. Quelqu'un a signé un permis de démolir. Quelqu'un a décidé que la valeur foncière du terrain dépassait la valeur mémorielle des murs. Quelqu'un a calculé qu'un centre commercial rapporterait plus qu'un site industriel en friche. Ce calcul est peut-être juste en termes de taxes foncières, d'emplois commerciaux, de flux de clients, mais ce calcul ne compte pas ce qu'il détruit, la scène matérielle d'un siècle et demi de savoir-faire. On ne peut plus montrer l'usine parce qu'on a détruit le théâtre du récit. Et les ouvrières de l'atelier de décoration, celles qui restent, celles qui travaillent encore dans l'usine Théodore, regardent les pelleteuses du site Garibaldi et elles comprennent quelque chose que les bilans comptables ne disent pas. Si on peut démolir Garibaldi, on peut démolir n'importe quoi. Si ces murs-là n'ont pas tenu, aucun mur ne tiendra. Elles ont raison. Chapitre 11. Arracher l'usine à la ville. En 1990, la décision tombe. L'activité de l'usine Théodore Haviland est déplacée en zone industrielle nord de Limoges. Zone industrielle nord. 3 mots qui, dans l'histoire industrielle française, sonnent toujours comme un acte d'abdication. La zone industrielle, c'est l'endroit où l'on envoie les usines quand elles ne sont plus dignes d'être en ville. C'est l'accès camion, le rond-point, le hangar métallique, le grillage, le parking asphalté. C'est fonctionnel, c'est rationnel, c'est moins cher. Et c'est la fin de quelque chose que personne ne mesure au moment où la décision est prise. La fin de l'usine comme présence urbaine, comme repère social, comme lieu où l'on se croise, où l'on arrive à pied depuis le quartier, où la sirène rythme la vie de tout un voisinage. Déplacer l'usine en zone industrielle, c'est arracher la manufacture à la ville. C'est dire aux ouvrières qui, depuis des décennies, remontaient la rue pour atteindre la grille. Désormais, vous prendrez le bus, ou la voiture, ou vous ne viendrez plus. C'est couper le lien physique entre le lieu de production et le lieu de vie. Ce lien qui faisait que l'usine n'était pas un ailleurs, mais un ici. L'usine Théodore Haviland n'était pas dans Limoges, elle était Limoges. Et en la déplaçant à la périphérie, on la transforme en ce qu'elle n'avait jamais été, un site logistique. L'année suivante, en 1991, l'usine est démolie. Démolie. Le mot est sec. Il devrait l'être. On abat les murs de briques, on démonte les charpentes métalliques, on arrache les canalisations, on rase les ateliers où, pendant presque un siècle, des centaines de mains avaient tourné, moulé, cuit, peint, doré, emballé la porcelaine qui portait le nom de Théodore Haviland. De tout cet ensemble, on ne conserve qu'une seule chose, le four numéro 16. Ce four rond,
massif, construit en 1907, transformé en 1920, qui avait cuit des dizaines de milliers de pièces pendant 8 décennies, ce four reste debout, seul, comme un doigt de brique pointé vers le ciel au milieu d'un terrain rasé. Et sur ce terrain rasé, un autre bâtiment va s'élever, le commissariat central de Limoges. Le four qui avait cuit la porcelaine la plus fine du monde se retrouve au-dessus d'un bâtiment de police. La manufacture surplombée par le ministère de l'Intérieur. L'image est si violente qu'elle n'a pas besoin de commentaires. 2 destructions en 3 ans. Garibaldi en 1988. L'usine Théodore en 1991. Les 2 sites historiques de la maison Haviland, ceux où tout avait été inventé, ceux où tout avait été fabriqué, ceux où les ouvrières avaient appris à poser l'or sur le blanc. Rasés. Remplacés par un centre commercial et un commissariat. Le nom Haviland continue d'exister. La marque survit. Des assiettes portent encore l'estampille. Mais le décor originel du récit a été effacé de la surface de la ville. Et on ne peut plus raconter l'usine en la montrant. Il n'y a plus rien à montrer. Pendant ce temps, le monde de la porcelaine de Limoges, pas seulement Haviland, mais l'ensemble de la filière, cherche des réponses. Et ces réponses viennent désormais d'un vocabulaire que les ouvrières du décor n'auraient pas reconnu. Réseau de distribution, holding, synergie entre marques, luxe à la française. En 2009, une dépêche de l'AFP décrit la stratégie de la financière Saint-Germain, le groupe fondé par Prosper Amouyal, qui détient désormais Haviland et une participation dans Lalique. L'ambition annoncée est la constitution d'un nouveau groupe de luxe et le développement d'un réseau de distribution permettant d'offrir plusieurs marques dans les mêmes boutiques. Une boutique Haviland Lalique a déjà ouvert à Londres. Une autre doit ouvrir à New York. Il faut entendre ces mots avec les 2 oreilles. Dans la bouche d'un dirigeant de holding, réseau de distribution, sonne comme modernité, comme ambition, comme avenir. Dans la bouche d'une décoratrice qui a passé 30 ans à poser l'or au pinceau, réseau de distribution sonne comme éloignement, comme abstraction, comme un monde où la main ne compte plus, où ce qui compte, c'est le logo, l'emplacement de la boutique, la cohérence de la gamme sur une étagère entre un vase Lalique et un service Haviland. La chimie du kaolin remplacée par la logique du réseau. Pour éviter la caricature, les financiers sont méchants, les artisans sont bons, il faut regarder les chiffres. La société Haviland affiche, en 2020, un chiffre d'affaires d'environ 4,5 millions d'euros, avec un résultat net négatif. L'entreprise perd de l'argent. Puis, lentement, la courbe se redresse. En 2023, le chiffre d'affaires atteint près de 10 millions d'euros, avec un résultat net positif de l'ordre d'1 million. Le groupe peut être présenté comme une béquille de survie, un mécanisme qui maintient le non en vie, qui finance les ateliers restants, qui permettent à quelques décorateurs de continuer à travailler. Mais cette survie a un prix, la transformation de l'âme industrielle. L'usine de zone industrielle qui produit sous le nom Haviland n'est plus l'usine Théodore Haviland de Montjoly, avec ses 36 000 mètres carrés, ses 500 ouvriers, sa cantine, sa caisse de secours, ses colonies de vacances. C'est autre chose, quelque chose de plus petit, de plus fragile, de plus dépendant d'un groupe dont les décisions se prennent ailleurs. Chapitre 12. Le parapluie et le dernier mariage. En 2017, un geste administratif tente de protéger ce qui reste. L'Institut national de la propriété industrielle homologue l'indication géographique porcelaine de Limoges. C'est un signe officiel de qualité et d'origine, un label juridique qui vise à protéger le savoir-faire limougeot contre la concurrence déloyale et les contrefaçons. Le communiqué officiel précise que l'association porteuse de l'IG représente environ 900 emplois et que le chiffre d'affaires de la filière est estimé à plus de 80 millions d'euros, dont environ la moitié à l'export. 900 emplois pour l'ensemble de la filière porcelainière de Limoges. Pas 900 chez Haviland. 900 pour toutes les manufactures, tous les ateliers, toutes les entreprises qui travaillent encore la porcelaine dans la capitale historique de la porcelaine française. Là où, au début du XXe siècle, des milliers d'ouvriers et d'ouvrières entraient chaque matin dans des dizaines d'usines. L'indication géographique est un parapluie. Utile, nécessaire, même,
à une époque où des fabricants étrangers vendent de la porcelaine sous des noms qui évoquent Limoges, sans y avoir jamais cuit une seule pièce. Mais c'est un parapluie déployé quand la tempête est déjà entrée dans la maison. Il protège le nom. Il ne reconstruit pas les usines. Il ne reforme pas les ouvrières. Il ne repeuple pas les ateliers vides. 2 ans plus tard, en 2019, le dernier vestige de l'empire Théodore Haviland manque de disparaître. Le four numéro 16, celui de 1907, celui qui avait survécu à la destruction de 1991, celui qui se dressait au-dessus du commissariat comme un reproche muet, est sur le point d'être démoli. Le bâtiment de police qui l'entoure ne sait pas quoi faire de ce cylindre de briques qui encombre son périmètre. Le four se dégrade. Les intempéries attaquent les briques. La cage métallique rouille. Personne, dans les couloirs du ministère de l'Intérieur, ne semble considérer qu'un four à porcelaine du XIXe siècle mérite d'être sauvé. C'est alors qu'une association intervient. L'Espace Porcelaine, un collectif d'anciens professionnels, de passionnés, de gens qui refusent que le dernier morceau de l'usine Théodore Haviland finisse en gravat, lance une campagne de sauvetage. Ils contactent la Fondation du patrimoine. Ils obtiennent le soutien de la Mission Bern, ce dispositif créé par Stéphane Bern pour identifier et restaurer le patrimoine en péril. Et ils négocient avec le propriétaire du terrain, le ministère de l'Intérieur. L'État, qui occupe le sol de l'ancienne usine, doit accepter de laisser vivre le four que l'usine a laissé derrière elle. Le sauvetage aboutit. Les travaux de restauration commencent en février 2024. Ils doivent s'achever en octobre de la même année. L'inauguration est prévue pour septembre 2025. Le four numéro 16, 6 mètres de diamètre, 15 mètres de hauteur, 10 alandiers, des briques posées il y a plus d'1 siècle par des maçons dont personne ne connaît les noms, sera ouvert au public. On pourra entrer à l'intérieur, lever les yeux vers la voûte, toucher les parois noircies par des décennies de cuisson. On pourra voir ce que les ouvrières ne voyaient jamais. L'intérieur du four, cet espace sacré où la terre devenait porcelaine et où la chaleur décidait de tout. Stéphane Bern et l'association Espace Porcelaine deviennent, dans cette histoire, des personnages secondaires essentiels. Ils incarnent la réparation symbolique, l'effort de rallumer quelque chose dans un paysage industriel qui s'est éteint. Le four numéro 16 ne produira plus rien. Aucune assiette n'y sera cuite. Aucune ouvrière n'y apportera ses pièces en tremblant à l'idée qu'elles éclatent à la cuisson. Mais il sera là, debout, visible, comme la preuve qu'un monde a existé et que quelqu'un a jugé que cette preuve méritait d'être conservée. Puis, à la fin de l'année 2024, le dernier acte se joue. Bernardaud, l'autre grande maison de porcelaine de Limoges, le concurrent historique, le rival de toujours, rachète 100% d'Haviland à la financière Saint-Germain. L'opération est présentée comme un rapprochement de 2 maisons emblématiques, la création d'un leader mondial de la porcelaine de luxe, un ensemble d'environ 90 millions d'euros de vente et de 750 employés. Michel Bernardaud devient président. Charles Bernardaud devient directeur général. La financière Saint-Germain, qui avait été présidente jusqu'alors, sort du capital. Le mot rapprochement est celui des communiqués de presse. Le mot rachat est celui de la réalité juridique. Et le mot survie est celui qui flotte non prononcé derrière les deux. Parce que ce n'est plus un mariage d'amour comme celui de 2 frères qui construisent ensemble. Ce n'est même plus un mariage de raison comme celui d'un industriel et d'un financier qui partagent une ambition. C'est un mariage de nécessité. 2 concurrents historiques qui se regroupent pour tenir face à un monde où la porcelaine de Limoges n'est plus un produit que le marché réclame, mais un produit que le marché tolère, à condition qu'il porte le bon nom, dans la bonne boutique, au bon prix. Le nom Haviland survivra. Michel Bernardaud l'a promis. L'intégrité des marques sera maintenue. Les 2 maisons continueront d'exister, chacune avec son identité, son catalogue, son histoire. Mais l'usine Haviland, l'usine comme principe social, comme communauté, comme promesse, cette usine-là n'existe plus. Elle n'existe plus depuis longtemps. Ce qui reste, c'est un nom sur une assiette. Un nom magnifique, chargé de 180 ans d'histoire, prononcé à Limoges, à New York, à Tokyo, mais un nom sans mur, sans grille, sans cour, sans cantine, sans sirène. Chapitre 13. Ce qui reste.
Aujourd'hui, si vous marchez dans les rues sud de Limoges, là où les usines Haviland s'élevaient autrefois, vous ne trouverez presque rien. À l'emplacement du site Garibaldi, le centre commercial Sainte-Martiale ouvre ses portes le matin et les referme le soir. Les anciennes écuries de la maison patronale sont toujours là, reconverties, réaffectées, vidées de leurs fonctions premières. Elles ne disent rien à personne. Il faudrait un guide, un panneau, une explication pour comprendre que ces murs de pierre ont appartenu à la famille qui a fait de Limoges un nom connu dans le monde entier. Il n'y a pas de guide, il n'y a pas de panneau, il y a un parking. À l'emplacement de l'usine Théodore, le commissariat central occupait le terrain. Et au-dessus du commissariat, le four numéro 16 attend sa restauration. Un cylindre de briques cerné de grillage, visible depuis là à la rue, incompréhensible pour quiconque ne connaît pas l'histoire. Un passant pressé le prend pour une cheminée, un vestige industriel sans importance, un morceau de ville qu'on a oublié de démolir. Il ne sait pas que ce four a cuit la porcelaine, qui a traversé l'Atlantique, qui a été posée sur les tables des présidents américains, qui a été peinte par des femmes dont les doigts ne tremblaient pas. Ne tremblaient pas. La marque continue. Les ateliers de zone industrielle tournent encore. Des pièces portant le nom Haviland sont vendues dans des boutiques de luxe à Paris, à Londres, à New York. Le savoir-faire n'a pas entièrement disparu, il s'est contracté, concentré, raréfié, comme une flamme qui brûle encore mais qui n'éclaire plus qu'un cercle étroit. Des décorateurs continuent de poser l'or au pinceau. Mais ils sont combien? Et combien d'entre eux ont été formés par quelqu'un qui avait été formé par quelqu'un qui avait travaillé dans l'atelier de Théodore? La chaîne de transmission, cette chaîne de main en main qui était le véritable trésor de la manufacture, s'est amincie au point de devenir presque invisible. Et dans les maisons de Limoges, dans les buffets, dans les armoires, dans les greniers, des services Haviland dorment. Des assiettes à filets d'or que la grand-mère a reçues le jour de son mariage et qu'elle a sorties chaque dimanche pendant 40 ans. Des tasses à café dont l'anse est si fine qu'on a peur de la casser en la tenant. Des plats ovales dont le décor floral, une branche de cerisier, un oiseau posé sur un rameau, portent la trace d'un pinceau tenu par une femme dont personne ne connaît le nom, dans un atelier qui n'existe plus, dans une usine qui a été rasée. Un commerçant Quaker de New York est arrivé à Limoges au printemps 1842, sans langue et sans technique, avec l'obsession de vendre aux Américains la porcelaine la plus blanche du monde. Ses fils ont bâti un empire du décor. Ses ouvrières ont porté la beauté du produit et la dureté du rapport social. La maison a traversé la guerre de sécession, la faillite, la crise de 1929, 2 guerres mondiales, la modernisation, puis la fin des 30 glorieuses. La table s'est simplifiée. L'économie s'est tendue, l'usine a changé de main, encore et encore, de plus en plus vite, de plus en plus loin du Kaolin. On a quitté la ville, on a démoli les murs, on n'a gardé qu'un four. La marque survit. Elle se regroupe, elle se protège. Elle se vend dans des boutiques dont les clients ne savent rien du Limousin, rien de la Vienne, rien de la grève de 1905, rien du contremaître Penaud, rien des 62 peintres qui se sont levés un matin de mars parce qu'ils ne pouvaient plus se taire. Et pendant que le luxe continue d'être vendu, la ville apprend à vivre avec une absence. Une absence de bruit, d'odeur, de chaleur, de sirène, de blues dans la cour le matin. Jusqu'à ce que quelqu'un décide de rallumer un four. Pas pour cuire, pas pour produire, pour se souvenir. Comme on rallume une mémoire, comme on refuse, une dernière fois, de laisser le silence avoir le dernier mot.